Bonjour à tous, c'est Ancapostique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une épidémie de danse qui s'est déroulée en 1518 à Strasbourg. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est possible parce que c'est une histoire totalement surprenante, incroyable, et donc on va parler de ça aujourd'hui. Et cette vidéo, elle n'aurait pas été possible sans ce livre-là. Les danseurs fous de Strasbourg, une épidémie de transe collective en 1518, écrite par John Waller. Et donc c'est un très bon livre qui résume toute l'épidémie, parce que sur internet on peut trouver plein de vidéos qui rentrent pas forcément dans les détails, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Si vous en voulez plus, vous lisez ce livre, ou alors peut-être on peut s'arranger et moi je vous envoie des petites photos de passages etc. qui sont intéressants. Mais de toute manière, dans cette vidéo, je vais aborder des citations, je vais aborder les principaux points. Autrement, j'ai sorti un clip il y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller le checker, allez checker aussi les autres sons, partagez tout ça sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément pour soutenir la chaîne. La tournée Fantasy Mineure dans la description, ça vous êtes habitués. On passe à Caen dans pas si longtemps que ça, en janvier. Donc pour celles et ceux qui veulent venir à chaque fois dans les dates normandes, réservez vos places. Ok, donc parlons de ce livre. Pendant un long moment, le livre, il aborde le contexte sanitaire et social de cette période au Moyen-Âge. Il y a la famine, parce qu'il y a des mauvaises récoltes à cause de la météo, ça va pas du tout, donc les gens ils sont en très mauvais état, ils ont faim, ils sont malades, il y a la peste qui est passée il y a pas si longtemps que ça, et on est sur une période très croyante, une très grande influence de la religion, et vous allez voir que ça va revenir énormément dans cette histoire. Alors qu'est-ce que c'est exactement une épidémie de danse? Notre personnage principal dans cette histoire, c'est Frotrophéa. Donc, c'est la personne qui est à l'origine de cette épidémie, et selon les explications, on a différentes causes. On n'en est pas sûr et certain de la cause principale, mais il y aurait peut-être une affaire de dispute avec son mari, Trophéa. Peut-être qu'elle n'aurait pas du tout aimé les choses que lui aurait demandé son mari, et qu'elle serait devenue hystérique, et qu'elle aurait commencé à danser dans la rue pour se venger de son mari. On est sur ce type de récit, mais nous n'en sommes pas sûrs. Un autre élément potentiellement déclencheur de l'épidémie, c'est l'ergotisme. On en a déjà entendu parler, c'est la farine qui serait apparemment périmée, provoquerait toutes ces hallucinations et ces potentielles mises en transe du corps. Et donc on a cette théorie-là qui n'est pas vérifiée, et aucune théorie n'est vérifiable dans cette histoire. C'était à 500 ans. Et si ça a été si contagieux, c'est que apparemment, nous sommes donc dans un contexte sanitaire horrible avec la peste, la famine, et il y aurait le désespoir qui aurait accentué toute cette histoire et cette épidémie, et qui aurait fait que les gens se seraient rajoutés au fur et à mesure à la danse de Frotrophéa, jusqu'à être plus de 400. Et dans cette épidémie de danse, il y a des morts. Les gens vont tellement danser qu'ils vont avoir les pieds en sang, ils vont avoir des plaies ouvertes et ils vont s'écrouler de fatigue parce qu'ils vont danser pendant des semaines et des semaines sur la place publique à Strasbourg. Donc comment se sont déroulés les premiers jours de l'épidémie? Nous avons Frotrophéa qui décide d'échapper apparemment à son mari et d'aller danser sur la place publique. Le premier jour, elle va tomber de fatigue. Elle va danser des heures et boum. Fin de soirée, elle tombe. Elle dort, et puis elle se réveille et elle recommence à danser. Et ça pendant 4 jours. Donc les gens ils vont commencer à s'interroger, qui est cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle danse autant? Mais surtout, des gens vont se rajouter à cette danse, pour, je vous ai dit, être plus de 400. Et on verra jamais ça aujourd'hui, parce que les autorités vont faire quelque chose. Et c'est ça qui va être intéressant dans cette histoire. Quel est le traitement à une épidémie de danse? Je laisse cette question volontairement en suspens parce qu'on va y répondre plus tard dans la vidéo. Mais vous vous demandez peut-être comment c'est possible de tenir autant de temps, autant de jours en dansant continuellement sans s'arrêter. Juste en tombant de fatigue, tu te relèves, tu dors? C'est reparti. Nous avons la notion de transe. Je l'avais déjà abordé dans une vidéo il y a un an et demi. Et cet état, il est très particulier parce qu'il va provoquer certaines choses dans le corps qui sont totalement incroyables. À cette question, il n'est qu'une réponse plausible. Les danseurs se trouvaient dans un état de transe profonde. Seule une altération de son état de conscience put soutenir Frotrophéa dans sa danse effrénée. La transe ayant la faculté de contenir la douleur en deçà de la conscience. Elle rendit Frotrophéa presque complètement insensible à son extrême fatigue et à ses pieds meurtris, gonflés et sanglants. Une extraordinaire endurance dut être nécessaire pour danser plus de quelques heures sous les soleils écrasants de juillet ou dans l'atmosphère étouffante et confinée des poils des corporations. La transe permet des efforts physiques inaccessibles à la plupart des personnes conscientes, mais elle peut aussi être fatale. Rendues presque insensibles à la douleur, les personnes en transe courent le risque de se vider de leur énergie ou de mettre leur cœur et leur système circulatoire en état de stress extrême.
Et alors je vous ai dit que les autorités, elles vont devoir trouver un moyen de guérir cette épidémie de transe. Et elles vont pas forcément employer les bonnes méthodes dès la première fois. Ils vont essayer quelque chose qui n'a fait que accentuer l'épidémie. Sachez qu'à Strasbourg, en 1518, il y a le Conseil des 21. Ils sont chargés de régler les affaires intérieures dans la ville, et donc forcément l'épidémie, ce Conseil des 21 se dit « Tiens, et si on leur rajoutait des musiciens ?» Et c'était une très mauvaise idée, parce que ça va encourager les gens à danser encore plus, ça va leur donner plus de force, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est quelle musique il va y avoir pour accompagner cette épidémie. Donc on va être avec des instruments de l'époque, des tambours, des instruments à cordes, et vous allez voir que les percussions, c'est une très mauvaise idée pour atténuer une épidémie de danse. Étant donné que de nombreuses femmes et jeunes hommes dansent la danse maligne, la musique ne devra être jouée que secrètement, c'est-à-dire à l'intérieur des maisons. Il ne faisait plus aucun doute que le traitement entrepris était devenu un élément du problème. Comme le nota Wilhelm Rehm dans sa chronique nurembourgeoise, c'est pourquoi il ne fallut pas longtemps pour que la danse, les sifflets et les tambours ne fussent bannis. Les autorités avaient fini par comprendre qu'organiser des danses en public était une idée complètement absurde. Les musiciens et les aides-danseurs furent donc licenciés, les strates du marché aux chevaux démantelées et le marché au grain vidé. Les rythmes rapides des percussions n'étaient donc pas seuls en cause. La seule vue des danseurs avait précipité la diffusion de la maladie. Et oui, ils avaient organisé toute une estrade pour permettre aux danseurs de se défouler, et pour eux, je vous ai dit que la religion était prédominante à l'époque. Mettre de la musique, c'était vraiment un moyen d'exorciser cette maladie. C'était ça la contagion. Tu vois des danseurs dans la rue se défouler sur la musique, forcément t'as envie de te rajouter à la fête. Et donc la solution, quelle est-elle ? Dégager tous les danseurs. Ils vont vraiment organiser une déportation des danseurs à l'extérieur de la ville et vont les amener à Saverne, et plus particulièrement dans une grotte où il y a une statue de Saint-Guy, parce que l'autre nom de cette épidémie, c'est la danse de Saint-Guy. Ils vont les mettre à l'écart de la population pour éviter qu'il y ait de nouvelles contagions. Et donc vous imaginez, les autorités de la ville, à Strasbourg en 1518, déportaient des centaines de personnes dans des petites charrettes, et ça devait être une vision totalement horrifique de voir des dizaines et des dizaines de personnes passer en transe, être déportées à l'extérieur de la ville. Ils vont être envoyés dans une grotte et des messes vont être organisées pour ces malades pour essayer de les guérir. Et forcément, tu les déportes de leur endroit de clubbing, forcément l'épidémie va commencer à diminuer et on va leur distribuer des chaussures rouges. On donna aux envoûtés de petites croix et des chaussures rouges et une messe fut dite pour eux. On peut donc affirmer avec une certitude encore plus grande qu'ils étaient chargés d'une profonde signification aux yeux des prêtres et des danseurs eux-mêmes. Parce que oui, on n'a pas vraiment la signification de ces chaussures rouges. La couleur rouge à l'époque, c'est pas quelque chose de banal. C'est dit que c'est attribué à une certaine catégorie de la population et que c'est une couleur très dure à obtenir. Et c'est d'autant plus étrange parce qu'il a fallu énormément de travail pour confectionner des centaines de chaussures rouges. Elles devaient donc contribuer à la guérison de ces danseurs. Cette épidémie a duré plusieurs semaines, faisant au total 400 malades et plusieurs dizaines de morts. On n'est pas certain du nombre exact de malades et de morts, mais bon. Et sachez aussi, ça c'est un point quand même important du récit, que cette épidémie de danse, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, dont une au XIe siècle, une au XIVe siècle, et donc est-ce que tout redevient normal comme avant à Strasbourg ? Lorsque la crise fut passée, les autorités de Strasbourg retournèrent aux affaires administratives et commerciales qu'elles avaient un peu délaissées. L'interdiction de la danse en public et de la musique prit fin en septembre, puis les maisons de jeu rouvrirent. Les pantalons moulants, les bustiers serrés, les vestes courtes et les culottes fantasques revinrent à la mode. Les bordels et les maisons de bain rouvrirent également. Vous vous imaginez bien qu'un environnement de fête dans ce contexte-là, c'est totalement absurde. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout fermé, interdit la musique, la danse et tous les endroits un peu festifs de la ville à cette époque-là. D'autres personnes continuèrent à aller prier à la statue de Saint-Guy dans la caverne vers Saverne pour essayer de se remémorer cette épidémie de danse et essayer surtout de faire en sorte qu'elle ne réapparaisse plus. Et voilà, c'est l'histoire de l'épidémie de danse de Strasbourg en 1518. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fin du livre, en conclusion, on parle d'environnement de croyance. Sachez que si cette épidémie de danse, il n'y en a pas eu en Europe ces dernières années, c'est peut-être bien que nos croyances sont très éloignées de celles de l'époque, surtout au niveau de la religion, au niveau des entités telles que Dieu, le diable, et le rapport à la musique est différent, le rapport à la transe, enfin bref, il y a énormément de choses qui ont changé. L'événement reste dans les mémoires, au point que des années après, 1518, des personnes décident d'écrire sur le sujet. Et c'est grâce à ces personnes-là
que cette histoire nous est parvenue. Culturellement, en France, c'est vrai que la danse est moins présente. Et ça, c'est le sujet depuis des dizaines de vidéos maintenant, du fait qu'on parle moins de danse aujourd'hui. Alors que peut-être à une certaine époque, les carnavals, les bals, c'était quelque chose de beaucoup plus présent en France et dans les régions, au point peut-être de causer une épidémie. Aujourd'hui, ça semble impensable, ça c'est sûr. Mais je veux juste dire que la France n'a pas toujours été comme ça culturellement. Il y en a plein qui le pensent, qu'en France les gens ils dansent pas, etc. Vous regardez dans l'histoire, il s'est passé énormément de choses. Et je peux vous dire que c'est pas le dernier sujet de la chaîne YouTube là-dessus, sur ce qui s'est passé en France en termes de danse. Et que si vous allez faire un tour dans les histoires un peu ailleurs dans le monde, vous allez voir qu'en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Asie, il y a énormément d'histoires similaires. Et que oui, aujourd'hui, les sociétés ont bien changé, la danse culturellement c'est moins présent, l'expression du corps en général, et donc c'est pour ça qu'on a peut-être moins tendance à exprimer corporellement ce qu'on ressent. Et donc c'est pour ça que ça nous semble complètement impensable une épidémie de danse aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Ancapoustique pour l'épidémie de danse de 1518 à Strasbourg. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à suivre les actualités sur Instagram, sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux. Merci à tous, à bientôt.